Bonjour à tous, merci de nous retrouver dans ce nouvel Associ. Aujourd'hui, nous allons faire connaissance de l'association Taramare avec son entraîneur Sylvain Pelou. C'est ça? Je ne me trompe pas? Tout à fait. Alors Sylvain, bonjour. Vous allez nous présenter donc l'association dont vous faites partie. Comme j'ai dit tout à l'heure, vous êtes l'entraîneur de cette association, mais vous voulez bien nous présenter la présidente ou le président, les membres de l'association tout d'abord. Voilà, alors c'est une association sportive et qui est présidée par Madame Laetitia Vauquel. Et nous avons aussi la trésorière, Marie-Laure Simeoni. Et donc toutes les deux participent activement à la vie du club. Et je suis donc l'entraîneur, c'est-à-dire que je m'occupe des entraînements sportifs et d'encadrer les cours. Alors cette association est assez récente, je crois qu'elle a été créée en 2011. Voilà, 2011, elle a été créée à mon initiative puisque j'étais entraîneur sur le continent avant de venir prendre un poste ici il y a 3 ans. Et j'ai voulu donc créer l'association. Je l'ai fait à l'aide d'un ami qui est Christophe Cévéon. Et donc nous avons créé l'association à deux. Et par la suite, donc, j'ai fait en sorte qu'elle se fasse connaître de façon à avoir de nouveaux membres et pouvoir trouver également des gens pour s'occuper bénévolement de l'association. Alors, on va parler bien sûr des différentes disciplines que vous enseignez, mais j'aimerais savoir pourquoi lui avoir donné ce nom, Taramare. Alors, c'est un nom qui est un peu particulier dans le sens où je suis tombé par hasard sur ce nom en me disant que, au départ, je voulait un nom qui ait une consonance japonaise parce que le jiu-jitsu est d'origine japonaise. Et pour me dire finalement, les noms japonais qu'on donne à des clubs d'arts martiaux, très souvent, ne veulent rien dire. Et donc je suis tombé sur ce mot Taram. Alors moi je l'appelle Taramare, ça pourrait être Taramar, si ça fait référence au mot corse de la terre et de la mer. Exactement. Exactement. Et en même temps, si on le prononce Taramare, il y a une consonance japonaise également. Et ça peut être entendu comme une consonance japonaise, par exemple quand on se déplace sur le continent et par rapport aux autres clubs d'arts martiaux. On est un petit peu, on ne dénote pas. Et ça m'a plu donc qu'il y ait un petit peu ce jeu de mots entre... Oui, c'est assez original, surtout pour je dirais pour les disciplines que vous dispensez dans votre association, quoi. Voilà, tout à fait. Mais moi, ma démarche personnelle de venir m'installer en Corse, c'est de retrouver cette nature que j'aime beaucoup, que j'adore en Corse, et notamment le mélange de la terre et de la mer, et d'avoir cet esprit autour des arts martiaux, d'être proche de la nature. Et donc ça m'est apparu assez facile de trouver ce nom, et j'aime beaucoup la concordance de la terre et de la mer dans les arts martiaux. Je trouve ça assez normal. En tout cas, c'est très original. Alors nous allons démarrer cette émission en vous demandant quelle est la principale activité de votre club? Alors l'activité avec laquelle nous avons démarré, c'est le jiu-jitsu brésilien, qui est un art martial qui est assez cousin du judo aux origines. Ce sont des fondateurs, ce sont les premiers pratiquants de judo. Certains se sont installés il y a plus d'un siècle au Brésil et c'était des Japonais, donc ils ont formé une colonie japonaise et ils ont développé une forme de judo qui était la plus connue à l'époque et donné des cours aux Brésiliens. Et les Brésiliens, ce sont une famille, notamment la famille Gracie, une famille de notables, on va dire, au Brésil, se sont accaparés ces techniques et on en fait une discipline qui, par la suite, est devenue le jiu-jitsu brésilien, mais qui, au Brésil, est le jiu-jitsu. Évidemment, on n'appelle pas ça du jiu-jitsu brésilien, ils appellent ça le jiu-jitsu. Voilà. Et en fin de compte, c'est la même chose. C'est la même chose. C'est le jiu-jitsu japonais, sauf que les Brésiliens ont notamment développé tout ce qui est travail au sol, c'est-à-dire combat au sol, parce qu'ils se sont rendus compte, comme ils étaient souvent des petits gabarits, que ça pouvait être plus efficace de travailler au sol pour arriver à se défendre contre des gabarits supérieurs.
Donc on va dire que le jiu-jitsu brésilien est un cousin du judo et qu'il s'est développé de façon parallèle. Le judo en Europe notamment s'est développé par le côté sportif. Depuis que le judo est aux Jeux Olympiques, c'est le sport qu'on connaît, en France notamment, où il s'est beaucoup développé. Et au Brésil et aux États-Unis, c'est le jiu-jitsu brésilien qui a pris cette niche, ce développement. Il a plus d'ampleur finalement. Il a plus d'ampleur, beaucoup plus, notamment aux États-Unis. Les États-Unis n'ont jamais été des gros pratiquants de judo parce qu'ils avaient la lutte là-bas qui prenait un petit peu cette place. Et depuis quelques années, le jiu-jitsu brésilien est très très développé. Il a pris un peu la place qu'a le judo ici en France. Et vous, personnellement, depuis combien d'années vous le pratiquez? Alors je le pratique depuis une quinzaine d'années. Voilà, j'ai débuté en 99. J'étais déjà ceinture noire de judo et... Ah voilà, vous étiez déjà dans une discipline... Tout à fait, ouais. Et c'est le cas pour la majorité des pratiquants en France et des professeurs notamment. On a souvent démarré avec un autre art martial, très souvent le judo parce qu'en France il est très répandu. Et on est allé vers le jiu-jitsu brésilien, moi notamment parce que j'étais un peu, comme beaucoup, frustré. Dans le judo, beaucoup de techniques sont interdites. Elles ont été interdites non pas parce qu'elles étaient dangereuses, mais parce qu'elles étaient moins spectaculaires. Et qu'à un moment donné, quand le judo est passé olympique, il fallait qu'il devienne spectaculaire. On a retenu les belles projections, les belles chutes qu'un public à la télévision peut comprendre. Et beaucoup de techniques, on les a interdites parce qu'elles ralentissaient le combat. Et est-ce qu'on peut dire que... Est-ce qu'on peut employer le mot violent? Alors, la violence, elle existe dans tous les arts martiaux, mais c'est une violence qui est contrôlée, qui est voulue en quelque gérée. sorte, non? Elle peut être volontaire, mais contrôlée. Et ça, c'est une notion qui est importante. L'art martial, c'est la guerre, et l'art martial japonais il vient de la guerre. Donc c'est quelque chose qu'il faut toujours avoir en tête, c'est qu'on peut pratiquer un art martial pour apprendre à se défendre, mais on doit se défendre parce qu'on est attaqué. Et si on est attaqué, il y a de la violence. Donc cette violence, on ne peut pas l'enlever des arts martiaux. Par contre, on peut la contrôler, la gérer. Et très souvent, quand on m'a dit « mais les entraînements, il peut y avoir de la violence », non, il n'y a pas de violence volontaire dans le sens de vouloir blesser le partenaire. Mais par contre, il y a une violence qui est au fond de nous, de toute façon, qui est naturelle, qui est propre du genre humain, qui est une pulsion de mort, mais qu'on arrive à gérer, à contrôler. Et... Ne le faites pas trop peur quand même. Mais c'est quelque chose qui est important parce que notamment, j'ai eu, moi dans ma carrière de professeur, souvent des adolescents qui venaient parce qu'ils avaient besoin de se défouler, puis les parents me disaient « ah lui, il est un peu bagarreur, etc. Je voudrais qu'il se calme ». Et c'est exactement ce qui se passe parce que en fait, ces adolescents, ils ont une violence... On arrive à les canaliser. Exactement. Ils ont une certaine violence, effectivement, qui peut être verbale, qui peut être physique, mais c'est un besoin de se défouler, de se dépenser très souvent et d'évacuer cette violence. Et on reprend maîtrise de soi, en quelque sorte. Voilà, tout à fait. Et on fait comprendre justement que même dans des moments où la colère vient, ou des moments d'émotions fortes, on peut se maîtriser. Et c'est un avantage à l'entraînement. Il y a une violence à l'entraînement qu'il faut maîtriser, qu'il faut capturer, canaliser. Et c'est un des avantages de cette discipline, le jiu-jitsu, c'est que dans le jiu-jitsu brésilien, à la base, il n'y a pas de frappe, par exemple. Il n'y a que des travails de contrôle, de soumission. Et de cette façon-là, quelqu'un qui vient avec cette envie de violence, il est très vite cadré par la discipline elle-même, parce que c'est une discipline qui est très technique, et on évolue qu'en se maîtrisant. Donc, le fait aussi peut-être de se dépenser et même de penser aux gestes à faire, à adopter. Donc, Voilà, il y a un travail de concentration, il y a un travail de maîtrise de soi, et on évolue dans cette discipline qu'avec beaucoup de maîtrise, voilà, de ses émotions, de son corps, de sa respiration, et tout en restant effectivement une discipline sportive. Donc il y a également aussi un entraînement physique du corps qui est intéressant. Vous avez d'autres disciplines dont vous avez la pratique et vous enseignez aussi. Voilà, tout à fait. Donc, nous avons démarré avec le jiu-jitsu brésilien qui est, on va dire, un petit peu le cœur de l'association et de mon travail. Et parallèlement, j'ai voulu développer également la self-défense par l'intermédiaire du Krav Maga, qui est une discipline de défense. Le Krav Maga, c'est une discipline qui a été développée au sein de l'armée israélienne. Son fondateur n'était pas israélien de naissance,
Il l'est devenu par la suite, comme beaucoup de juifs européens, il était tchécoslovaque. Et il avait développé cette méthode au départ durant la Deuxième Guerre mondiale, dans des bataillons qui avaient affaire aux nazis, tout simplement. Et c'est l'histoire du Krav Maga. Et c'est une méthode de défense qui est militaire à la base, et qui est simple. On part du principe que quand quelqu'un est désarmé contre quelqu'un qui a une arme, il doit être capable de se défendre. Cette méthode est devenue petit à petit la plus reconnue dans le monde militaire en tant que méthode de défense, et depuis une quinzaine d'années, elle s'est énormément développée dans le civil. Mais vous, comment vous faites alors? Parce que là, vous parlez d'une personne qui a les mains nues et une personne qui a une arme. Oui. Donc, vous, lors de vos entraînements, est-ce qu'il y a les deux personnes qui vont combattre face à face, une va avoir une arme et l'autre les mains nues, ou c'est deux personnes à mains nues? Alors, dans le cadre de l'entraînement, pour vous suivre. Voilà. Dans le cadre de l'entraînement, il faut distinguer, en Krav Maga, discipline de défense, il y a deux aspects. L'aspect, on apprend à se défendre contre une menace, et l'aspect, on va dire, combat. C'est deux choses qui sont très importantes et il faut toujours travailler dans ces deux axes. Le combat, c'est simplement s'entraîner contre quelqu'un qui ne se laisse pas faire, comme un combat de judo par exemple. On peut le faire avec des frappes, pieds, poings, on peut le faire avec des projections. Ça permet de se rendre compte qu'une technique, elle est applicable, mais contre quelqu'un qui ne se laisse pas faire, il faut plusieurs techniques. Et il faut un entraînement physique. Et cet aspect combat, il fait prendre conscience de l'importance d'avoir un entraînement physique et d'avoir un corps qui est déjà adapté. Ensuite, il y a l'aspect défense, où là, on est dans une relation, on va dire, qui est un peu plus imaginaire, où quelqu'un tient une arme, effectivement, et la personne en face apprend à se défendre contre cette arme. Voilà. Donc, ce sont des armes qui sont factices, c'est-à-dire qu'on utilise un couteau, ça va être un couteau en plastique, ou un couteau en bois. Plus souvent, on préfère le couteau en bois parce qu'il permet quand même d'avoir une présence physique et on se rend compte que du danger de l'arme, même si le couteau est en bois, il ne va pas couper, on se rend compte qu'il faut savoir maîtriser quelqu'un avec un couteau différemment que quelqu'un qui n'en a pas. Et en quelque sorte, est-ce que ce n'est pas contradictoire? Parce qu'on dit un art martial, justement, apprend à nous canaliser même peut-être de la violence que la personne a en elle. Et il y a aussi l'aspect de vouloir enlever ou même éviter de prendre un coup avec un couteau, par exemple. C'est pas un petit peu à double... Je ne sais pas si vous arrivez à me suivre. Oui, oui, je vous suis totalement. Ça n'incite pas, vous voyez, les gens à dire « moi, je peux avoir une arme puisque je peux me défendre », non? Alors, rarement, parce que, si vous voulez, quand vous pratiquez un sport de défense ou un art martial, il y a ce que vous voyez à la télé, au cinéma par exemple, où le héros du film peut se défendre contre plusieurs partenaires avec une facilité déconcertante. Ça, c'est le film. Ça, c'est le film. Mais les gens, des fois, ont une idée de l'art martial qui est proche de ce qu'ils voient à la télé ou au cinéma, parce que c'est leur référence. Quand ils viennent à l'entraînement, ils sont très vite confrontés à « tout n'est pas si facile ». C'est pas facile de désarmer quelqu'un qui se laisse pas faire, c'est pas facile de projeter, de contrôler, et donc on est très vite confronté à ça et on se rend compte finalement que c'est un entraînement, c'est une régularité, c'est une gestion du stress, et c'est tout ça qui permet de canaliser après sa propre violence. C'est un chemin. Donc on a la carotte quelque part, c'est-à-dire le fait de pouvoir être efficace si on se sent en danger. Si on se sent en danger. Et par cet intermédiaire, les gens arrivent à se canaliser, à se contrôler. Voilà, c'est quelque chose c'est une notion qui est importante. Et finalement, on se rend compte que les gens se sentent plus en sécurité, pas forcément parce qu'ils sont devenus meilleurs au niveau technique, mais dans un premier temps parce qu'ils reprennent confiance en eux. Et ça, c'est quelque chose d'important. Les gens pratiquent chez vous, quand ils viennent dans votre club, pratiquent les trois différentes sortes que vous allez proposer d'arts martiaux, ou ils se contentent d'en pratiquer qu'un? Alors, la plupart n'en pratiquent qu'un. Le Krav Maga, la self-défense, c'est quelque chose de très accessible, y compris physiquement, qui permet à monsieur et madame tout le monde de débuter une pratique des arts martiaux.
Ce sont des mouvements qui sont très naturels, où on ne demande pas une grande souplesse, on ne demande pas une grande force physique au départ pour commencer la pratique. Les femmes peuvent intégrer? Tout à fait. Les femmes sont des pratiquantes. En moyenne, on a 15 à 20% en France de femmes dans les cours de Krav Maga, ce qui est déjà pas mal pour un On va aussi sport dire de quand même combat. que chez nous, particulièrement en Corse, c'est encore un petit peu méconnu aussi. C'était un petit peu le but de faire cette émission pour faire connaître Voilà, ces arts tout à fait. martiaux finalement qui sont, on va dire, débutent. Voilà, ce sont des sports et des arts martiaux qui débutent, mais qui ont un essor international très très important. Si on sort un petit peu de la Corse et même de ce qui se passe sur le continent, en France en général, on se rend compte qu'au niveau international, les sports de combat comme le Krav Maga et le Jiu-Jitsu brésilien, qui sont très ancrés dans la réalité quotidienne, ont de plus en plus d'importance. Donc il y a une accessibilité par le Krav Maga. Et le Jiu-Jitsu brésilien, c'est beaucoup plus ludique. C'est un jeu, le Jiu-Jitsu brésilien. C'est-à-dire qu'on apprend à lutter, à s'amuser, à tourner, à faire des roulades au départ, à pratiquer avec quelqu'un. Ça devient un vrai virus. Et la plupart des gens qui ont fait l'effort de passer les premières séances qui sont physiquement assez difficiles, c'est vrai, par la suite, ils sont mordus, ils sont accros, quoi. Et c'est vraiment Difficile dans quel sens? Parce que c'est assez intensif, ça demande une certaine énergie. Ça demande beaucoup d'énergie. Disons que le jiu-jitsu brésilien est un sport qui est très très technique. On apprend à se mouvoir au sol, par exemple. C'est quelque chose qui n'est pas naturel. Il y a des gens qui, dans la boxe, par exemple, savent naturellement se déplacer debout, ou même dans le judo, j'en ai rencontré des gens qui, naturellement, savent se déplacer, ont un avantage par rapport à un autre débutant. Au sol, jamais. Les gens ne savent pas se déplacer, bouger au sol, parce que c'est quelque chose qu'on a peut-être appris enfant, mais qu'on a oublié. Donc les premières séances qui sont basées sur la mobilité et les déplacements au sol, elles sont très difficiles parce qu'on n'a pas la technique. On l'a oublié, on n'a plus la mobilité, la souplesse pour le faire. Donc il faut franchir ce cap des premières séances qui paraissent très physiques. On se dit, oh là là, c'est très difficile physiquement. En fait, c'est qu'il y a une technique à acquérir. Et dès qu'on a cette technique, tout devient beaucoup plus facile. Donc je dirais que d'une façon générale, les gens qui débutent, quand ils ont un petit peu des restrictions physiques ou alors qu'ils n'ont pas fait de sport depuis des années, le Krav Maga est adapté parce qu'il y a une accessibilité. Le Jiu-Jitsu brésilien, il y a une petite préparation physique à avoir avant de débuter. Et par la suite, au bout de quelques séances, quand on comprend le jeu du déplacement, de la mobilité au sol, ça devient facile et surtout très ludique. Dans les adhérents que vous avez à ce jour, ils sont au nombre de combien? Alors on a entre 30 et 40 adhérents sur une saison sportive. Et est-ce que, par rapport à ce quota d'adhérents, est-ce qu'il y en a qui viennent directement du judo? Oui, oui, tout à fait. C'était mon cas et c'est encore souvent le cas. Alors, le judo est un art martial qui est extrêmement éducatif. C'est-à-dire qu'en France, il a pris cette niche du sport éducatif pour les enfants notamment. Il a une pyramide des âges d'ailleurs qui est beaucoup basée là-dessus. La plupart des judokas français ont moins de 10 ans. La grande majorité des judokas français ont moins de 10 ans. Et par la suite, chez les adolescents, les adultes, il y a beaucoup d'abandon. Parce qu'il y a le travail de la chute qui devient contraignant quand on prend de l'âge, parce qu'on tombe de plus haut et il faut entretenir une certaine souplesse. Et beaucoup de judokas, par contre, quand ils sont adolescents ou jeunes, prennent le goût du travail au sol et aimeraient continuer à progresser dans ce travail au sol, mais pas forcément en se faisant tomber par terre, en prenant des chutes. Donc, beaucoup d'anciens judokas qui veulent un peu voir autre chose, passer à autre chose, Donc, se mettre au jiu-jitsu brésilien. Tout à fait. Sur les premiers temps de jiu-jitsu brésilien en France, on était à 40% d'anciens judokas, par exemple. Et vous faites partie de quelle fédération? Alors, nous sommes à la Confédération française de jiu-jitsu brésilien, qui est jeune, qui a que quelques années, et qui est elle-même affiliée à la Fédération du sport travailliste, qui est une fédération française qui regroupe plusieurs disciplines sportives, qui a l'avantage d'être agréée par le ministère pour développer diverses disciplines. Voilà, donc nous sommes dans une confédération qui elle-même est affiliée à une fédération reconnue par l'État. Alors, quand on va voir une personne qui est dans votre club, quelle va être sa tenue vestimentaire? Est-ce que c'est exactement la même qu'au judo? Elle change complètement?
quelle est la tenue réglementaire, on va dire? Alors, le jiu-jitsu brésilien se pratique aujourd'hui dans deux tenues. Soit le kimono, effectivement. On peut débuter avec un kimono de judo. C'est tout à fait, on va dire, c'est tout à fait pratique. Par contre, il y a des kimonos après de jiu-jitsu brésilien qui sont un peu spécifiques, avec quelques différences. Donc on va dire qu'un pratiquant qui a déjà quelques mois, quelques années de pratique, qui veut avoir un look un peu plus proche de ce qui se fait au Brésil, il y a des kimonos particuliers. D'ailleurs avec des couleurs différentes. En judo, c'est souvent le blanc, parfois le bleu. En jiu-jitsu brésilien, on peut avoir des kimonos noirs, blancs, rouges, de couleurs différentes. Voilà. C'est le côté un peu fun du Brésil. Et au niveau des grades, comment on distingue le grade qu'a obtenu la personne? Est-ce que c'est au niveau de la ceinture? Comment Voilà, tout à fait. se fait la distinction? À la base, dans le jiu-jitsu japonais, il n'y avait que la ceinture marron et la ceinture noire. Et dans le judo aussi d'ailleurs. Les ceintures de couleur, jaune, orange, verte, ont été inventées entre guillemets pour les occidentaux, qui avaient besoin régulièrement d'obtenir un grade. Ça s'est développé de la même façon dans le jiu-jitsu brésilien, sauf que il n'y a pas les couleurs jaune, orange, verte, ou alors elles sont réservées aux enfants. On accède, le premier grade est la ceinture bleue, et on peut mettre plusieurs années à l'obtenir. Donc Pourquoi? on va rester plusieurs années ceinture blanche. Et un ceinture noire de jiu-jitsu brésilien, c'est au moins 10 ans de pratique. Ah, Donc c'est relativement long. d'accord. Les grades sont plus longs, difficiles à obtenir qu'actuellement en judo, en karaté. C'est une des spécificités du jiu-jitsu brésilien, qui a conservé un peu comme aux origines un grade de ceinture noire qui est difficile à obtenir effectivement. Alors vous disiez que dans le judo, c'était énormément d'enfants qui le pratiquaient. Alors chez vous, les enfants, c'est à partir de quel âge? Alors dans notre association, pour l'instant, on n'ouvre les cours qu'à partir de 14 ans. Parce qu'on fait entrer directement les jeunes dans la section adulte. Donc on estime qu'à partir de 14 ans, ils peuvent pratiquer avec les adultes. Ça, c'est tout simplement un côté pratique pour moi. Je développe déjà ces trois disciplines auprès des adultes. Vous êtes le seul entraîneur du Voilà, club. je suis le seul entraîneur. Et pour l'instant, j'ai développé ces activités auprès d'un public adulte, mais je ne le fais pas régulièrement à l'année avec les enfants. Voilà. Par contre, on participe ponctuellement à par l'intermédiaire du contrat éducatif local, par exemple. On fait des interventions auprès des enfants de Calvi qui sont en vacances et qui vont faire plusieurs activités et on leur propose le jiu-jitsu brésilien C'est comme une découverte. initiation comme beaucoup de disciplines sportives finalement, Exactement. Donc qui peut porter... tout à fait. Pour l'instant, il n'y a pas de créneau enfant au club. Il y a aussi le fait que j'ai constaté qu'au niveau des arts martiaux, il y a déjà une offre très importante sur le bassin de Calvi en tout cas. Il y a du judo, du taekwondo, de la boxe. Enfin, je trouve qu'il y a beaucoup de disciplines dans lesquelles les enfants peuvent s'épanouir. Et je pense qu'à partir de là, si à 13-14 ans, ils ont fait de la boxe, du judo, qu'ils ont une très bonne base au niveau des arts martiaux, et qu'ils ont envie de faire autre chose, ils peuvent venir au jiu-jitsu. Et les entraînements, où c'est que vous les dispensez? Alors, on est depuis 2 ans maintenant essentiellement sur le complexe sportif de Calvi-Balagne, donc, qui a ouvert il y a 2 ans. Et on est pour le jiu-jitsu brésilien le mercredi et le vendredi soir, donc à partir de 19 h au complexe sportif. On mixte le cours de jiu-jitsu brésilien à partir de 19 h avec un peu plus tard un cours de MMA. Le MMA, c'est une pratique mixte des arts martiaux et sports de combat où on va travailler à la fois le combat pied et poing, les projections et le travail au sol. On a un travail qui est plus complet. C'est un type d'entraînement qui est assez engagé physiquement et qui va plutôt intéresser des gens qui ont déjà quelques années de pratique dans un sport de combat. Les femmes aussi, je demande toujours. Alors, sur Calvi, on n'en a pas qui pratiquent le MMA. Mais vous connaissez, vous, des... Oui, tout à fait. Oui. On a par exemple Roxane Texera, qui est une jeune fille qui est originaire en partie de Calvi, elle a sa famille ici, et qui est combattante professionnelle. Elle est en MMA et qui vient de temps en temps s'entraîner avec nous. Et est-ce qu'il faut avoir une certaine morphologie, une morphologie particulière pour pratiquer cette discipline?
Alors pour pratiquer, non. Le jiu-jitsu brésilien, en tout cas, non, puisque ça a été inventé par des gens qui avaient une morphologie plutôt chétive et au contraire, au sol, le poids est un poids faible est plutôt un avantage. Par la suite, après, il y a des combats professionnels en MMA où là, on a des gabarits très costauds, mais il ne faut pas perdre de vue que ce sont des professionnels. C'est comme la boxe professionnelle. Quand on voit de la boxe à la télé, souvent ce sont des professionnels. Donc ce sont des combats qui sont violents, assez violents, qui ont une réglementation assez libre, mais ce sont des combats professionnels. Dans un niveau club, on ne va pas demander aux gens d'avoir un gabarit particulier. Non, mais voilà, ce que je voulais faire savoir, c'était si la personne qui va nous écouter en regardant cette émission, si c'est quelqu'un justement d'un peu chétif, elle se dit, bon, peut-être que pour moi, c'est même pas la peine que j'essaye, puisque je vais pas arriver à faire à pouvoir me servir dans un combat, pratiquer la discipline, quoi. Voilà, et alors qu'au contraire, dans le jiu-jitsu brésilien notamment, les gens qui ont un gabarit faible se régalent, s'éclatent. En compétition, par exemple, dans le jiu-jitsu brésilien, c'est une des rares disciplines où le combat toute catégorie existe et est très répandu. Et on arrive souvent à voir un petit gabarit battre un gros. Peut-être parce que les gestes sont plus rapides. Oui, et puis la technique est souvent mieux exécutée chez les petits gabarits parce qu'ils arrivent à se mouvoir plus facilement au sol. Et c'est une des rares disciplines. Moi, quand j'ai commencé, je faisais plus de 80 kilos, j'étais compétiteur en judo. Et j'ai fait un combat avec quelqu'un du jiu-jitsu brésilien qui était ceinture blanche, j'étais ceinture noire de judo à l'époque. Et cette personne faisait 55 kilos. Elle m'a battu, elle m'a mis une clé de bras très facilement. Et ça a été le déclic pour moi. Je me suis dit, c'est le seul art martial où quelqu'un de ce gabarit arrive à faire quelque chose contre moi. Alors que ni en judo, ni dans les formes pieds-poings, ça existe, quoi. Donc au contraire, un petit gabarit, c'est une des rares disciplines où il va trouver de quoi s'exprimer facilement. Alors on va bientôt arriver au terme de cette émission, mais je voudrais vous demander, vous avez peu d'années d'existence, mais depuis la création de votre association, est-ce que vous avez organisé des manifestations, des journées portes ouvertes, voire des rencontres ? Oui, alors nous avons fait beaucoup de rencontres, notamment des rencontres interclubs. Nous avons fait des journées d'entraînement avec le club Dragon Bleu, qui est le club de taekwondo. Nous avons rencontré des différents clubs de pied-point, de boxe pied-point, parce qu'ils sont intéressés par le travail au sol que l'on pratique. Nous avons fait également participer à des démonstrations dans le cadre du contrat éducatif local, donc, sur Calvi. On participe tous les ans à la fête du sport qui a lieu sur Calvi également. On est partie prenante de cette manifestation. Et surtout, nous avons organisé au mois de mai un premier tournoi de jiu-jitsu, qui a été le premier tournoi de jiu-jitsu en Corse, et qui a eu lieu sur Calvi, qu'on a appelé le Calvi Nogi. Nogi en japonais, ça veut dire sans kimono, qui est une compétition amicale pour faire découvrir la discipline. Et la particularité, c'est que se sont rencontrés des gens qui pratiquaient différents sports de combat. Il y avait des judokas, des lutteurs ou des pratiquants de boxe pied-point, mais qui avaient envie de tester cette forme de compétition qui est le jiu-jitsu brésilien. Alors on l'a appelé Nogi parce que comme tout le monde ne porte pas le kimono à l'entraînement, on l'a ouvert à ceux qui ne portaient pas le kimono. Le jiu-jitsu brésilien peut se pratiquer avec le kimono, mais aussi sans. À ce moment-là, on est en short et en t-shirt. Est-ce que ça vous a permis justement d'avoir d'autres personnes qui viennent prendre une licence dans votre club ? Oui, c'est quelque chose qui est assez particulier au jiu-jitsu brésilien. C'est qu'on a des gens qui pratiquent la boxe pied-point ou le judo, ou qui veulent se perfectionner notamment sur le travail au sol, viennent s'entraîner avec nous. Et donc nous avons cet esprit d'ouverture, parce que sinon, en Corse, on se resterait tout seul dans notre coin. Donc on peut organiser demain un championnat de Corse et se donner des titres de champion de Corse, et ça ne serait pas difficile pour nous, parce que nous sommes pratiquement les seuls sur l'île. Oui, mais ce qui est bien, c'est de faire connaître et de faire participer justement d'autres personnes qui pratiquent d'autres disciplines. Voilà, tout à fait. Et de faire en sorte également de nous ouvrir, de connaître les pratiquants d'autres disciplines, parce que d'une façon générale sur l'île, les sports de combat sont quand même relativement bien représentés. Alors Sylvain, est-ce que vous pourriez nous donner une adresse, un numéro de téléphone, de manière à ce que les gens qui seraient intéressés par
ce que propose votre association, savoir où aller et à qui s'adresser. Voilà, mais le plus simple est donc de me joindre. Vous pouvez m'appeler au 06 15 29 56 27 et me joindre directement pour pouvoir venir faire une séance d'essai, que ce soit en Krav Maga, en self-défense ou en jiu-jitsu brésilien. Alors Sylvain, avant de vous laisser gagner vos activités, qu'est-ce que vous diriez, quelle philosophie ont ces arts martiaux pour vous? Alors, le jiu-jitsu brésilien, c'est un peu la philosophie qu'on a au Brésil. C'est un sport de combat, mais qui est décontracté. Qui est, au lieu de se saluer à la japonaise, comme ça, on se tape dans la main. C'est cette philosophie-là qui est importante. Le respect est quand même toujours présent. Il a une autre forme que les arts martiaux traditionnels, mais il est toujours présent. Et je pense que c'est un art martial donc qui est moderne. Et de ce point de vue-là, d'ici quelques années, on entendra davantage parler, que ce soit en France et en Corse en particulier, parce que ce sont des disciplines qui sont vraiment dans la modernité et la vie d'aujourd'hui. Enfin, c'est le souhait du moins que vous émettez Tout à fait. et votre espoir, quoi. Voilà. Alors, je vous remercie d'être venu nous présenter ces différentes disciplines de Taramar. Et quant à moi, je vous dis merci de nous avoir suivis et à une prochaine fois.